Si aujourd'hui il est possible pour nous de trouver des éléments de réponse à travers certaines théories, il faut savoir que le masque de Majora a longtemps été perçu comme l'énigme ultime de The Legend of Zelda. Et ça, on le doit au travail remarquable des créateurs derrière l'opus Majora's Mask, qui en un temps record ont donné vie à l'un des artefacts les plus sombres et mystérieux de la licence. Et si j'utilise le terme mystérieux pour le définir, c'est parce qu'en réalité, nous ne savons pas grand chose du masque de Majora. Sous les commandements du capitaine Hirosef et accompagné de son illustre équipage d'explorateurs d'univers, partez à l'aventure à travers les mondes, à la recherche d'artefacts millénaires au cœur d'une quête qui transcende l'imaginaire. Installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et bon visionnage. Bienvenue à bord de Void, vous regardez Artefact. Le masque de Majora nous est décrit comme un ancien artefact maudit qui aurait servi lors de rituels mystiques par une ancienne tribu inconnue, et d'après les légendes, un grand pouvoir est offert à la personne qui l'utilise. Constituant une réelle menace, le masque sera finalement scellé, loin des regards. Je cite, « Les problèmes causés par le masque étaient si grands que les anciens ont décidé de le sceller dans les ténèbres, craignant que quiconque l'utilise. » Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, le masque sera finalement retrouvé et ses pouvoirs se révélèrent être bien plus terrifiants que dans les légendes. Une chose est sûre, le masque est un objet magique qui renferme de très grands pouvoirs, et s'il est normal de penser que Majora puisse éventuellement désigner l'entité prisonnière de l'artefact, il est difficile d'en être certain, Majora pouvant être en réalité le nom de celui qui a créé le masque et non pas de ce qui y habite. Avant de parler en profondeur de l'artefact, j'aimerais vous raconter une histoire. Il y a fort longtemps, dans un monde oublié, vivait une entité aux origines inconnues qu'on disait gardienne d'un grand pouvoir. Les légendes certifiaient que celui qui réussit à la tuer se verrait exaucer un vœu. C'est alors sans surprise que plusieurs générations de guerriers se mirent en quête de terrasser la bête, mais aucun n'y parvenu. Un jour, un aventurier sans nom se présenta à la créature et, contrairement aux autres, lui n'avait aucune intention de la tuer. Après de longues discussions, la bête finit par avouer aux voyageurs que ses pouvoirs venaient de son armure, que les légendes la concernant étaient infondées et qu'après avoir vécu des millénaires, elle voulait en finir mais n'en était pas capable. Résolu à exaucer le souhait de la créature, l'aventurier sans nom se mit alors à jouer d'un instrument de musique durant 3 jours et 3 nuits. À l'aube du 4e jour, la créature avait disparu laissant derrière elle sa légendaire armure de laquelle le voyageur sculpta un masque. Selon la légende, l'aventurier sans nom était une ancienne divinité oubliée de tous. Si certains parmi vous sont familiers avec cette histoire, ce n'est probablement pas le cas pour la plupart des fans de la licence. Il s'agit en réalité d'un passage du manga Majora's Mask qui nous narre les événements liés à cet épisode tout en prenant la liberté d'étoffer le lore autour de certains personnages comme Link ou encore Majora. Ici, Majora nous est présenté comme une sorte de dragon, une entité surpuissante et immortelle, tandis que Link, lui, semble incarner l'aventurier sans nom, une ancienne divinité dont l'apparence nous est si familière. Malheureusement, aujourd'hui, le manga n'est pas reconnu comme canon et par conséquent il est normal de penser que la plupart des éléments qui s'y trouvent sont sans importance ou contredisent la vision de l'œuvre originale, et je suis plutôt assez d'accord, du moins en partie. Car, outre le respect de la structure narrative ou de la symbolique autour des événements clés du récit, 3 jours, 2 entités et un masque, le manga pointe du doigt un élément très important, je dirais même capital dans la résolution des mystères autour du masque. Et ça concerne la relation particulière qu'entretient Majora et l'aventurier sans nom. Une relation qu'on retrouve également dans le jeu, moins prononcée certes, mais tout de même présente à travers certains dialogues, événements ou symboles, et ce tout au long de l'intrigue. Si il est normal d'associer la créature du manga à l'entité prisonnière du masque dans le jeu, dire que l'aventurier sans nom représente Link, c'est passer à côté d'un autre personnage, tout aussi important que le héros du temps, et après tout, comment parler du masque de Majora sans évoquer le sien, le masque du roi démon, connu également sous le nom du masque de puissance des fées, ou encore du masque de la divinité féroce, l'être qu'on qualifie souvent comme la version alternative de Link, car après tout, cet épisode se passe non pas dans Hyrule, mais dans un monde parallèle, Termina. Un personnage qui ressemble trait pour trait au héros du temps devrait alors logiquement être l'élu de cette réalité. Comme expliqué, il existe un lien très fort entre ces deux artefacts, et après tout, on reçoit celui du roi démon directement de la part du masque de Majora, et s'il le donne à Link, c'est que quelque part il lui rappelle peut-être une personne qu'il a connue auparavant.
Aujourd'hui, il est difficile de définir avec certitude si le roi démon était un allié ou au contraire, un grand ennemi du masque de Majora, et même si la plupart des fans de la licence assimilent automatiquement Majora à Ganon et le roi démon à Link, pour ma part j'ai toujours pensé que pour une fois le contraire aurait été plus intéressant. Malheureusement, certains choix éthiques démontrent clairement que le masque de Majora est nourri par la haine et la vengeance, du coup on est forcé de lui attribuer le rôle du grand méchant et non du sauveur, à moins que la nature profonde du masque n'ait été altérée suite aux nombreux rituels auxquels le masque a participé durant des millénaires. Après tout, nous ne savons pas grand chose de l'ancienne tribu mentionnée précédemment. A noter que le masque de Majora est capable de contrôler son porteur, une caractéristique qu'il est le seul à posséder, malgré la multitude de masques existants. Le masque du roi démon, quant à lui, a beau avoir été utilisé par Link pour vaincre celui de Majora, ne signifie en aucun cas qu'il soit bienveillant. De plus, comme le masque de Majora, il est lui aussi présenté comme un objet maléfique et surtout, la dénomination de divinité féroce ou de roi démon le confirme. Ce que je trouve intéressant, c'est que peu importe le rôle qu'on attribue au masque de Majora, rien ne justifie clairement sa possession du masque de puissance des fées. La logique voudrait qu'au contraire, s'il avait été son ennemi, détruire le masque ou se débarrasser de ses pouvoirs serait plus cohérent, car oui, il est possible de détruire les pouvoirs d'un masque, celui de Majora ayant lui-même été dissocié de l'entité qu'il habite à la fin du jeu. Mais du coup, que représente réellement le roi démon pour Majora? Si aucune information officielle ne répond à cette question, nous sommes alors obligés de retourner aux sources, explorer de nouveau l'univers de Termina, fouiller les moindres recoins du jeu en quête de réponses, et il existe une théorie, très peu connue certes, mais tout de même très intéressante sur le sujet. Celle-ci se base sur une quête secondaire de Majora's Mask dans laquelle on nous parle d'une histoire d'amour entre deux personnages du jeu. Une histoire illustrée par deux symboles très forts, deux symboles ancrés dans les traditions même de Termina, deux symboles qui, étrangement, font partie intégrante des designs du roi démon et du masque de Majora. Dans cette sous-intrigue, il est question d'aider un couple de Termina après que Majora n'ait maudit l'un d'entre eux, et suite à l'intervention de Link, du joueur, le couple finit par se retrouver, ils s'échangent alors deux masques, celui de la lune et celui du soleil, symbole de leur force et de la sincérité de leur amour. Ceci étant dit, je pense que vous avez compris ce sur quoi porte la théorie qui, en plus de souligner des éléments importants je trouve, permet également de répondre à certaines interrogations concernant les actes du masque, gardant tout de même en tête que ce ne sont que des théories. Tous ces éléments réunis nous permettent d'en savoir un peu plus sur la nature du masque de Majora, de son fonctionnement ou encore des éventuels liens qu'il a pu entretenir avec d'autres personnages. Reste alors un point très important à aborder, l'identité de l'ancienne tribu qui a utilisé le masque et qui peut-être est à l'origine de sa création. Aussi étonnant que cela puisse être, la plupart des informations qu'on possède concernant le masque de Majora proviennent de la même source, des mêmes personnages. Un personnage qui semble en savoir tellement sur le masque qu'il se permet de le garder sur lui sans avoir peur de succomber à ses pouvoirs, et qui sait, peut-être même qu'il y est tout simplement insensible. Comme pour le masque de Majora, les informations qu'on possède sur le vendeur de masques sont très rares, et si le personnage est présent dans d'autres jeux de la licence, c'est surtout dans Ocarina of Time et Majora's Mask qu'on peut réellement interagir avec lui. Dans Ocarina of Time, on se souvient de lui surtout pour nous avoir vendu le masque Sheikah, le masque de vérité. On le retrouve ensuite dans Majora's Mask, plus mystérieux que jamais, au cœur d'une intrigue sombre et infernale. C'est le vendeur qui apprend à Link la mélodie capable de créer des masques. Il est capable de se téléporter, de créer des objets instantanément, il apparaît après la mort de Link si jamais il échoue dans sa quête, et il est au courant de l'avancée de notre périple pour retrouver le masque de Majora, et ce, sans qu'il n'ait besoin de se déplacer, des caractéristiques qu'on ne retrouve chez aucun autre personnage du jeu. De plus, il semble même pouvoir voyager entre les mondes parallèles, ce qui explique sa présence à la fois dans Hyrule, mais également à Termina. A noter qu'il précise à Link qu'il doit quitter Termina après 3 jours, on peut donc en conclure qu'il connaît un moyen de quitter cette réalité. Et enfin, quand Link réussit à lui remettre le masque de Majora, désormais débarrassé de ses pouvoirs maléfiques, il est alors triste de l'entendre, même s'il est tout de même satisfait de retrouver ce qu'il en reste. Personnellement, j'ai toujours pensé que le vendeur de masques était lié de près ou de loin à l'ancienne tribu disparue. Après tout, connaître l'existence du masque ou la vérité concernant ses pouvoirs ne signifie pas savoir où le masque a été caché toutes ces années.
Il a donc forcément connu un membre de cette tribu, ou alors en est-il lui-même un descendant. Si l'identité de l'ancienne tribu disparue n'est pas explicitement révélée, il existe toutefois une manière logique pour y parvenir. Partant du principe que le masque de Majora a été créé par cette dite tribu à l'aide d'une puissante magie comme celle utilisée par le mystérieux vendeur pour emprisonner des pouvoirs dans un masque, on peut alors essayer de déchiffrer des éléments en rapport avec le design de celui-ci. Dans l'ensemble, la première chose qui vient à l'esprit quand on regarde le masque de Majora pour la première fois, c'est sa ressemblance avec les masques utilisés par les chamans d'Afrique dans leurs rituels, ce qui renvoie totalement au background de l'artefact ainsi que celui de l'ancienne tribu disparue. Dans les détails, il y a un signe très particulier qui revient souvent dans l'univers de The Legend of Zelda et qui, dans Majora's Mask, est également présent, faisant partie intégrante du design du masque. Il y a même une grande ressemblance entre ce dernier et un autre masque qu'on retrouve dans un autre opus de la licence. Termina étant un monde parallèle à Hyrule, il y a donc des versions différentes de chaque territoire ou personnage. Il en est de même pour les divinités et les peuples. D'ailleurs, l'exemple de Link et le roi démon explique parfaitement le phénomène. Bref, vous l'aurez compris, je soupçonne grandement la tribu Sheikah de Termina d'être derrière l'identité de la fameuse ancienne tribu disparue. Rappelez-vous, c'est le vendeur qui nous donne le masque de vérité Sheikah, c'est lui qui nous renseigne sur l'artefact maudit et comme par hasard il connaît la mélodie qui permet de créer des masques. Autant vous avouer que les preuves sont assez explicites pour passer à côté du fait qu'il soit un descendant de l'ancienne tribu Sheikah disparue, responsable de la création de l'artefact connu sous le nom du masque de Majora. Merci d'avoir regardé ce premier épisode d'Artefact, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Comme d'habitude, je lis et réponds à la totalité des commentaires. Si vous avez envie de soutenir ma chaîne, vous connaissez la chanson, le like et le partage. Il est également possible de soutenir financièrement la chaîne via Tipeee, les liens sont en description. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.